vous vous réveillez dans le froid de la pierre sous vos pieds nus, la lueur vacillante des torches et projetant de longues ombres sur les murs de la chambre, où les tapisseries sont lourdes de poussière, et le léger parfum de laine humide. Votre cœur bat comme dans la forge. Chaque battement résonne dans le silence, seulement interrompu par le hurlement lointain du vent à travers les meurtrières. À 12 ans, ton corps est encore aussi fin qu'un roseau. Tu es vêtu d'une robe de brocart rigide qui te gratte la peau, brodée de fils qui brillent comme un clair de lune, mais qui t'alourdissent comme des chaînes. La porte s'ouvre brusquement et un homme 2 fois plus âgé que toi surgit. Son haleine est aigre du vin du festin en contrebas. Ses yeux sont obscurcis par l'attente des royaumes. Ceci n'est pas un rêve d'amour. C'est ta nuit de noces. Et la peur t'enlace comme un serpent. Car ce soir, ton innocence devient le sceau d'alliance forgé d'encre et de sang. Ton corps, un réceptacle pour les héritiers à naître. Et l'échec murmure l'enrôlement, la disgrâce, ou pire, l'agonie d'un lit d'enfant qui pourrait te coûter la vie avant l'aube. Avant de plonger dans ces histoires oubliées de survie et de souffrance, si vous aimez découvrir les vérités cachées de l'histoire, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner pour recevoir d'autres contenus comme celui-ci. N'hésitez pas à commenter ci-dessous pour me dire d'où vous écoutez. Je trouve incroyable que nous explorions ensemble ces histoires anciennes venues de différentes parties du monde, connectées par-delà le temps et l'espace par notre curiosité commune pour le passé. À la faible lueur d'une unique bougie de suif, dont les flammes crépitent contre les courants d'air qui s'infiltrent par les fissures du vieux mortier du château, une jeune fille nommée Mathilda se tient figée, ses petites mains agrippées au bord d'un coffre en bois sculpté d'aigles impériaux. Née vers 100 à 2 après Jésus-Christ à la cour royale d'Angleterre, elle savait depuis le berceau que sa vie ne lui appartenait pas. Son père, le roi Henri Ier, souverain d'un royaume s'étendant des rivages brumeux de Normandie aux collines escarpées du pays de Galles, ne voyait pas en elle une fille à chérir, mais un pion pour sécuriser des alliances contre les sables mouvants de la puissance européenne. Vers 11h09, à l'âge de 7 ans, des émissaires du Saint-Empire romain germanique arrivèrent à la cour d'Angleterre, porteurs de propositions de l'empereur Henri V, un homme d'une vingtaine d'années, aguerri et ambitieux, cherchant à lier ses vastes domaines au trône anglo-saxon par le mariage. Les fiançailles furent scellées à Utrecht le 10 avril 1110. Mathilde fut envoyée de l'autre côté de la Manche, en Germanie, terre de forêts denses et de cathédrales imposantes, où l'air portait le parfum âcre des pins et le cliquetis lointain des forgerons forgeant des épées pour des guerres sans fin. Placée sous la tutelle de l'archevêque Bruno de Tria, elle apprit les sons gutturaux de la langue allemande, les danses complexes de l'étiquette de la cour et le poids d'une couronne qui allait bientôt peser sur son front. Mais sous les leçons de prière latine et les soies brodées, une terreur silencieuse grandissait, inexprimée, même dans ses confessions privées au sein de Pierre de la Chapelle. Quel enfant pourrait comprendre l'intimité exigée d'une épouse, l'abandon de son corps au toucher d'un étranger, dans une chambre à coucher où l'intimité était un mythe, et où les témoins se cachaient derrière les rideaux pour confirmer la validité de l'union. Le mariage eut lieu le 7 janvier 1114 dans la grande cathédrale des Mines. Ses arches s'élevaient comme les ambitions des hommes qui l'organisaient. Mathilde, alors âgée de 12 ans, marchait vers l'autel vêtue d'une robe de velours cramoisi, lourde de fils d'or qui irritaient sa peau, son voile formant une barrière diaphane contre l'escalier des nobles venus de tout l'Empire. L'air était chargé d'encens, dont les volutes enfumées s'enroulaient autour de l'autel, où les vœux étaient échangés en latin, des mots qu'elle comprenait, mais dont le sens complet échappait à sa compréhension juvénile. Henri V, grand et sévère, le visage marqué par les cicatrices des campagnes contre les ducs rebelles, lui prit la main d'une main qui exprimait davantage la possession que l'affection, comme le tintaient les cloches résonnant dans la vallée du Rhin. Le cortège mena au palais impérial, où des festins de bœuf rôti et de vin épicé masquaient l'attention latente. Ce soir-là, dans une chambre ornée de tapisseries représentant des conquêtes héroïques, la réalité s'imposa. Les serviteurs débarrassèrent le lit de ses draps, se préparant au rituel qui prouverait la pureté de la femme et la puissance de son mari, une coutume ancrée dans l'obsession de l'époque pour les héritiers légitimes. Le pouls de Mathilda s'accéléra, sa respiration s'accéléra tandis que l'air froid lui donnait la chair de poule. L'empereur, le souffle court, s'approcha avec l'assurance d'un souverain habitué à commander. Aucune chronique ne relate ses larmes ni ses protestations.
car de telles vulnérabilités étaient effacées des pages de l'histoire, mais le déséquilibre des pouvoirs était flagrant. Une fille de 12 ans cédant à un homme de 28 ans, un corps inapte aux exigences qui lui étaient imposées. Aux yeux de l'Empire, cette consommation scellait l'alliance. Mais pour Mathilde, ce fut l'effacement de l'enfance, la première cicatrice d'une vie de manœuvre politique. Des années plus tard, lorsqu'Henri V mourut sans enfant le 23 mai 11h25 à Utrecht, laissant Mathilde veuve à 23 ans, l'inutilité de ce mariage la hanta. Aucun héritier n'était venu, peut-être en raison de sa jeunesse ou de la santé de l'empereur, miné par les rigueurs d'une guerre constante. De retour à la cour de son père en Normandie, elle portait le titre d'impératrice, une couronne creuse qui accentuait son isolement. Des rumeurs à la cour suggéraient que son titre de baronne était une malédiction, ce qui alimentait sa détermination à participer aux futures batailles pour le trône d'Angleterre. Mais durant ses premières nuits, seule avec ses pensées au milieu du bruissement des draps de soie, la peur persistait, non seulement de la douleur, mais aussi de l'impossibilité d'avoir les fils que les dynasties exigeaient, un fardeau qui définirait son héritage. De l'autre côté de la Manche, dans les vignobles ensoleillés d'Aquitaine, une autre jeune et connut un destin similaire. Son histoire se mêlait à la sensation de la lavande en fleurs et à la brise salée de l'Atlantique. Elelannena, née vers 1122 après Jésus-Christ à la cour opulente de Poche, hérita de l'un des duchés les plus riches d'Europe à la mort de son père en 1137 après Jésus-Christ. À 15 ans, elle était un havre de vitalité, avec ses cheveux couleur orin qui tombaient en cascade comme des feuilles d'automne et ses yeux perçants comme le regard d'un faucon. Pourtant, son héritage fit d'elle une cible, un butin à conquérir avant que ses rivaux ne puissent la lui ravir. Sur son lit de mort, le roi Louis V de France orchestra son mariage avec son fils Louis VII afin d'unir les vastes terres d'Aquitaine, s'étendant des Pyrénées à la Lière, à la couronne capétienne. L'union fut célébrée à la hâte le 25 juillet 1137 en la cathédrale Saint-André de Bordeaux, où la chaleur estivale se mêlait aux arômes des bougies en cire d'abeille et des joncs frais répandus sur le sol. Elelannena, vêtue d'un court de soie bleu saphir brodé des lions d'or de sa maison, échangea ses vœux devant une assemblée de seigneurs français et aquitains, leurs armures tintant doucement sur les bancs. Louis, 17 ans, pieux, au visage pâle issu de son éducation monastique, semblait plus moine que monarque, ses mains tremblant lorsqu'il lui passa la bague au doigt. Le festin qui suivit déborda de pains rôtis et de chants de trouille d'or, mais l'esprit d'Elelannena erra vers la chambre qui les attendait, son lit à baldaquin, symbole des devoirs à venir. Alors que le crépuscule tombait, projetant de longues ombres sur le geron, des serviteurs conduisirent le couple à leur quartier. La cérémonie du coucher, un rituel aussi ancien que les liens féodaux qui le renforçaient, se déroula, les prêtres bénirent le matelas et les courtisans portèrent un toast à leur fertilité avec des coupes d'Hippocrate, un vin épicé qui brûlait en descendant. Le cœur d'Éléanore palpitait sous son camèse, le fin lin collant à sa peau dans l'air humide. Louis, maladroit et inexpérimenté, s'approcha avec hésitation, sa dévotion à l'Église contrastant avec les attentes charnelles de la royauté. Les chroniques laissent entrevoir sa réticence. Peut-être né de scrupules religieux qui considéraient le plaisir comme un péché, Éléanore naviguait dans l'intimité de la nuit avec un mélange de curiosité et d'appréhension, et la pression était immense. Sans fils, sa position était précaire, sa duchesse vulnérable à l'éternisation ou à la saisie. Pendant des années, le mariage ne donna naissance qu'à des filles. Marie en 1145 et Alex en 1150, alimentant les doutes de Louis et les frustrations d'Elelannena. À la cour parisienne, on murmurait que sa nature fougueuse contrastait avec sa piété. Son amour de la poésie et de la chasse contrastait avec ses jeûnes et ses prières. Lors de la deuxième croisade, de 1147 à 1149, les tensions s'exacerbèrent à Antioche, où des rumeurs circulaient sur sa liaison avec son oncle Raymond, bien que non fondées. En 1152, à Beaugency, près d'Orléans, le mariage fut annulé pour consanguinité, prétexte commode pour dissimuler des incompatibilités plus profondes. Elelannena, alors âgée de 30 ans, en sortit renforcée, ses craintes se transformant en ambition lorsqu'elle se remaria avec Henri II d'Angleterre quelques semaines plus tard, le 18 mai 1152, à Poitiers. Elle eut 8 enfants et forgea l'empire d'Anjou. Pourtant, dans ce premier Bordeaux,
La nuit, la peur était vive. La peur de l'étreinte d'un inconnu, le poids de la procréation dans un monde où la valeur des femmes se mesurait en fils, et la terreur inexprimée des périls de l'accouchement, où la fièvre et les hémorragies faisaient des victimes aussi facilement que les épées sur le champ de bataille. La résilience d'Helena allait la définir comme reine de France, puis d'Angleterre. Mais la vulnérabilité de cette veille de mariage persistait, une ombre sur sa légendaire indépendance. Loin au nord, sur les côtes brumeuses des Flandres, une autre histoire se déroulait. Celle d'une résistance au milieu du vacarme des métiers à tisser tissant le célèbre tissu de la région. Mathilde, née vers 1031 après Jésus-Christ du comte Baudouin V de Flandre et d'Adéla de France, grandit dans une cour grouillante de marchands et de diplomates, l'héritière étant avide de sel marin et de laine fraîchement teinte. À la fin de son adolescence, elle attira l'attention de Guillaume, duc de Normandie, un fils bâtard parvenu au pouvoir par sa férocité. Son illégitimité le privait de nombreuses noblesses. Des légendes, brodées par les chroniqueurs ultérieurs comme la bordure complexe d'une tapisserie, prétendent que Mathilde le repoussa d'abord, déclarant qu'elle n'épouserait aucun bâtard, avant d'être traînée par les cheveux dans les rues boueuses de Bruges jusqu'à ce qu'elle cède. Les historiens ont rejeté cette hypothèse comme un mythe, l'attribuant à la propagande normande. Mais la vérité était dramatique. Leurs fiançailles vers 1049 après Jésus-Christ ont attiré l'attention du pape, car ils étaient cousins éloignés et violaient les interdits de consanguinité de l'Église destinés à empêcher les alliances consanguines. Le pape Léon Ier a interdit l'union lors du concile de Rome en 1049 après Jésus-Christ, imposant un délai qui a mis à rude épreuve la patience de Guillaume. Mathilda, à 6 mètres de hauteur, sentait le parfum des sachets de lavande dans ses appartements de Bruges, apaisant ses nerfs rongés par l'incertitude. Des murmures parmi ces dames d'honneur évoquaient le tempérament du duc, forgé dans les feux des rébellions normandes, et les risques de défier l'excommunication romaine se profilaient. Une mort spirituelle à une époque où le salut était primordial. Le mariage eut finalement lieu en 1051, probablement à Eu en Normandie. Discrètement, malgré l'interdiction, les vœux furent échangés dans une chapelle surplombant les flots tumultueux de la Manche. Cette nuit-là, dans une salle où crépitaient les bûches de chêne des âtres, la consommation se déroula sous l'ombre de la désapprobation ecclésiastique. La robe de l'inflammant de Mathilde, douce contre sa peau, céda le pas aux réalités du devoir conjugal. Les mains calleuses de son mari rappelaient sa vie de guerrier. La peur ne se manifestait pas par la violence, mais par l'inconnu. La malédiction du pape rendrait-elle leurs enfants illégitimes, condamnant ainsi la dynastie? Pour apaiser l'Église, ils fondèrent 2 abbayes à Caïn, l'abbaye de Vime et celle d'Abigélo d'Armes, obtenant une dispense du pape Nicolas II en 1059. Mathilde eut 9 ou 10 enfants, dont Guillaume le Roux et Henri Ier. Sa fertilité triompha des appréhensions initiales. Duchesse, puis reine après la conquête de 106 après Jésus-Christ, elle gouverna la Normandie pendant les absences de Guillaume. Son sceau sur les chartes témoigna d'un pouvoir partagé. Pourtant, le malaise de la nuit de noces se répercuta dans ses conflits ultérieurs, comme la querelle de 1079 après Jésus-Christ au sujet de leur fils Robert Curu, où les liens familiaux furent tendus sous les pressions politiques. Dans ses derniers jours à Caillan en 1083, Mathilde confessa des péchés qui incluaient peut-être ses premiers doutes. Sa mort, le 2 novembre, laissa Guillaume accablé de chagrin, et sa propre mort survint 4 ans plus tard. Se dirigeant vers l'est, vers les somptueux palais de Paris, où les eaux de la Seine clapotaient contre des grottes de pierre chargées d'épices venues de ports lointains, Isabelle naquit vers 1295, fille du roi Philippe IV de France et de Jeanne de Navarre. Élevée au cœur de la splendeur du Louvre, avec ses jardins fleuris au printemps et ses salles résonnant des butins des ménestrels, elle incarnait la grâce de la lignée capaticienne, blonde, intelligente et promise au trône. En 1307, des négociations scellèrent son destin. Son mariage avec Édouard II d'Angleterre visait à renouer les liens tendus autour de Gusconnet, dernier bastion anglais en France après les expansions agressives de Philippe. À 12 ans, Isabelle traversa la Manche en janvier 1308. Son navire, luttant contre les vents d'hiver, accosta à Boulogne-Samar. Le mariage, le 25 janvier, se déroula dans la cathédrale de la ville,
dont la nef embaumait l'encens et l'éclat des chevaliers en armure. Isabelle, vêtue d'une robe de tissu argenté voilée de gaze, échangea ses vœux avec Édouard, 23 ans, un bel homme aux traits plantaginés adouci par son amour du théâtre et des beaux-arts. Mais la joie s'estompa rapidement. Au banquet, Édouard offrit de somptueux présents non pas à sa future épouse, mais à Pierre Gaverstone, son favori. Il fit asseoir le chevalier gascon à ses côtés, tandis qu'Isabelle était assise à l'écart, ses oncles furieux de l'insulte. La nuit de noces, dans une chambre chauffée par des brasiers embrasés de charbon de bois, se déroula au milieu de cette tension. Les assistants s'occupèrent de la literie, tirant les rideaux autour du lit à baldaquin tandis que les prêtres murmuraient des bénédictions. La peur d'Isabella était palpable, le courant d'air froid sur sa peau, le poids de l'indifférence d'Édouard, son regard lointain comme s'il en voyait un autre. Les chroniques notèrent sa préférence pour Gaston, laissant entendre un manque d'amour qui laissa le mariage non consommé cette veille-là, ou du moins insatisfaisant. Les rumeurs politiques accentuèrent son isolement. Sans héritiers immédiats, sa position était précaire. Son corps était scruté à la recherche de signes de grossesse. Les années apportèrent des enfants, Édouard III en 1312 à Windsor, suivi de 3 autres, mais le ressentiment s'accrut. En 1325, elle fut envoyée en France pour négocier la paix. Isabelle refusa de revenir, craignant d'être assassinée par les nouveaux favoris d'Édouard, les dispensateurs. Alliée à Roger Mortimer, elle envahit l'Angleterre en 1326, déposant Édouard II et régnant jusqu'en 1330, date à laquelle son fils s'empara du pouvoir. Ses dernières années à Castle Rising, dans le Norfolk, jusqu'à sa mort le 22 août 1358, furent marquées par une influence discrète, mais l'humiliation de la nuit de noces la marqua, alimentant la transformation d'une reine, de porno à séductrice. Dans les champs verdoyants d'Anjou, où la rivière Lyre serpentait tel un fil d'argent à travers des vignes chargées de raisins, Margaret naquit le 23 mars 1430, fille de René d'Anjou et d'Isabelle de Lorraine. Son enfance, baignée par l'effervescence artistique et intellectuelle de la Renaissance, la prépara à jouer un rôle dans le réseau complexe de la diplomatie européenne. En 1444, alors que la guerre de sang en touchait à sa fin, des émissaires anglais la demandèrent en mariage au roi Henri V, un monarque pieux mais fragile, afin d'obtenir une trêve. À 15 ans, Marguerite incarnait l'espoir de paix. Sa dot, modeste de 20 000 francs, était compensée par la cession du Maine. Elle arriva en Angleterre le 9 avril 1445 à Portsmouth. Son navire fut accueilli par une foule enthousiaste et l'odeur iodée du sol. Le mariage eut lieu le 23 avril à l'abbaye de Titchfield, dans le Hampshire, une modeste maison cistercienne où les vœux furent prononcés devant un autel drapé de samit blanc. Marguerite, vêtue d'une robe de satin brodé, les cheveux noirs noués de perles, faisait face à Henri, 23 ans et doux, les mains adoucies par la prière plutôt que par l'épée. Le festin était agrémenté de subtilités, de sculptures en sucre de lion et d'aigle, mais l'air vibrait de sous-entendus politiques, l'orchestration des suffixes attirant le regard des moines. Ce soir-là, dans les appartements des hôtes de l'abbaye, dont les murs résonnaient des chants du moine, la consommation eut lieu. La fragilité mentale d'Henri, préfigurant ses crises ultérieures, a peut-être tempéré la rencontre, son contact hésitant au milieu de la. Une odeur de cire d'abeille et d'herbe jonchait le sol. L'appréhension de Marguerite se concentrait sur l'inconnu, une terre étrangère, un mari enclin aux abstractions saintes et l'impératif de donner naissance à des héritiers dans une cour en proie à des factions. Aucune grossesse ne suivit immédiatement. Leur fils Édouard n'arriva à Westminster qu'en 1453, au milieu de soupçons d'illégitimité alimentés par la catatonie d'Henri. Le poids politique de ce mariage l'écrasa. En 1455, régente pendant la folie d'Henri, elle convoqua des conseils à Coventry, ses décisions déclenchant la guerre des Deux Roses. Les défaites de Tewkesbury en 1471 virent son fils tué, Henri assassiné et Marguerite emprisonnée jusqu'à sa rançon vers la France en 1475. Elle mourut sans ressources le 25 août 1482 à Dampierre-sur-Sulloire. Les craintes silencieuses de sa nuit de noces se transformèrent en une vie de guerre. Sa détermination se forgea dans cette vulnérabilité initiale. Au cœur des marches galloises,
où la brume s'accrochait au valet tel un linceul, l'histoire de Margaret Buffett débuta le 31 mai 443 après Jésus-Christ au château de Bléau, dans le Bedfordshire. Descendante de la lignée légitimée de Jean de Gand, elle hérita de vastes domaines, faisant d'elle une pupille convoitée. En 1455, le roi Henri V la céda à son demi-frère Edmond Tuda, comte de Richmond, pour renforcer les prétentions lancastriennes. À 12 ans, Marguerite se maria le 1er novembre 1455, probablement à sa manière à Lampe, dans le Pembrokeshire. La cérémonie se déroula dans la simplicité, malgré la menace de troubles yorkistes. La chambre, éclairée par des lumières de jonc vacillant dans des supports en fer, sentait la fumée de pétanque et le romarin séché. Edmond, 24 ans, aguerri au combat, consomma le mariage rapidement. Son urgence était motivée par des besoins dynastiques. La terreur de Marguerite était viscérale. La douleur d'un corps immature, la sueur froide sur son front, la peur des conséquences de cet acte. Enceinte au début de l'année 1456, elle devint veuve lorsqu'Edmond mourut de la peste le 3 novembre au château de Caran. Seule au château de Pembrich, elle accoucha le 28 janvier 1457. À 13 ans, sa silhouette était rongée par une agonie qui lui laissa des cicatrices permanentes, la rendant stérile par la suite. Son fils Henri, futur roi, était son enfant chéri. Miraculeuse malgré les traumatismes, elle se remaria 2 fois pour sa protection avec Henry Stafford en 1458 au château de Maxstock et, stratégiquement, avec Thomas Stanley en 1472 à Knowsley Hall. Elle navigua parmi les épines de rose, complotant l'ascension d'Henri. À sa mort, le 29 juin après Jésus-Christ à Westminster, elle avait fondé des collèges et façonné l'Angleterre des Tudors, mais l'ombre de la nuit de noces persistait, témoignage des cruautés de l'époque. Ces récits, tissés au fil de l'histoire, révèlent les horreurs silencieuses qui se cachent derrière les couronnes dorées. Les reines, liées par l'emprise du devoir, affrontaient des nuits où la peur était l'invité indésirable. Leur corps troqué contre le pouvoir, leurs esprits mis à l'épreuve par l'attente. Et pourtant, de ces ténèbres émerge une résilience qui résonne à travers les siècles, nous rappelant que même dans le silence d'une chambre médiévale, le cœur humain bat, défiant la nuit.